Veillée étrangère. Imagine une route de terre, quelque part entre San José et la montagne. Le mois de mars, l'air chaud, poisseux, qui colle aux tempes malgré la nuit tombée. Il est presque minuit. Un homme, Miguel, 37 ans, mécanicien dans un garage de Cartago, rentre à pied d'une fête de quartier. Il a trop bu. Ses semelles raclent le bitume craquelé. À sa gauche, la forêt. À sa droite, la forêt. Et rien entre les deux que les trois rubans de la route. Miguel n'est pas superstitieux. Il est mécanicien. Il croit aux engrenages, aux bougies d'allumage, à la physique des choses qui tombent. Mais à minuit et quart, une odeur lui parvient. Une odeur de bouc, forte, comme si un troupeau entier de chèvres avait traversé la route 10 secondes avant lui. Miguel s'arrête, regarde autour. Rien. Les grillons chantent. Quelque part dans le fossé, une grenouille. Et cette odeur, qui ne part pas, il repart, un peu plus vite. Derrière lui, il entend quelque chose. Pas un bruit de pas à proprement parler. Plutôt quelque chose qui racle l'asphalte, un rythme régulier. Clac, clac. Comme des sabots. Miguel ne se retourne pas. Il se souvient, il ne sait plus d'où il tient ça, sa grand-mère peut-être, ou un vieil oncle de la côte, que sur certaines routes, la nuit, il ne faut surtout pas regarder derrière soi. Que ceux qui se retournent ne rentrent jamais complètement chez eux. Qu'il leur manque quelque chose après. Dans les yeux, dans la tête. Alors Miguel marche, et le bruit de sabots continue, à exactement la même distance, ni plus proche ni plus loin. Il s'arrête. Le bruit s'arrête. Il repart. Le bruit repart. À un moment, Miguel prend son courage à deux mains. Il dit, la voix un peu brisée, « Qui est là ?» Le silence répond. Puis l'odeur de bouc redouble, suffocante, écœurante, comme si la chose venait de souffler contre sa nuque. Et dans le fossé, à sa droite, quelque chose bouge. Il aperçoit les yeux en premier. Deux braises rouges, à hauteur de genoux d'abord, puis qui montent jusqu'à atteindre la hauteur de sa poitrine. Un chien, ou quelque chose qui ressemble à un chien. Aussi grand qu'un veau, avec une fourrure noire emmêlée, grasse comme si elle n'avait jamais séché. Ses pattes avant ne sont pas des pattes. Ce sont des sabots de bouc nets, polis, qui brillent faiblement dans l'obscurité. La créature ne grogne pas, elle le regarde, simplement. Ses yeux rouges ne cillent pas. Miguel fait ce que n'importe lequel d'entre nous ferait à sa place. Il se met à courir. Le Cadejo, en espagnol El Cadejo, ou parfois El Cadejos, selon la région. Le nom vient probablement du mot espagnol cadeja, une touffe de fils emmêlée, une évocation de sa fourrure hirsute, de cette masse sombre et indistincte qu'on aperçoit dans l'obscurité avant de distinguer la forme. C'est une créature du folklore d'Amérique centrale. On la raconte au Costa Rica, au Guatemala, au Salvador, au Nicaragua, au Honduras, au Mexique méridional. Elle n'est pas identique partout, car le Cadejo existe en deux versions. Le Cadejo blanc, d'abord, protecteur. Il suit les voyageurs solitaires de la nuit, les ivrognes surtout, ceux qui ne maîtrisent plus tout à fait leur destin. Il marche derrière eux, invisible ou presque, et les empêche d'être attaqués, volés ou de tomber dans un ravin. On le sent à peine, une vague odeur de soufre propre, dit-on, comme une allumette qu'on vient de craquer dans le noir. Puis, il y a le Cadejo noir, celui que rencontre Miguel cette nuit-là. Le Cadejo noir rôde sur les routes désertes. Il choisit ses victimes parmi les solitaires, les faibles, les imprudents. Il ne tue pas toujours, mais ceux qui ont survécu à sa rencontre parlent de semaines de fièvre, de cauchemars, d'une sensation de marcher à côté de leur propre corps, comme si quelque chose s'était brisé dans l'engrenage. Les premières traces écrites du Cadejo remontent à l'époque coloniale, dans les chroniques des missionnaires espagnols qui tentaient de cartographier les croyances des peuples indigènes. Mais ses racines sont plus profondes. Le Cadejo descend probablement des esprits gardiens mésoaméricains, des entités liées à la forêt, à la nuit, au passage entre deux mondes. Il y a des siècles de cela, dans les forêts qui couvraient ce que nous appelons aujourd'hui le Costa Rica, un chasseur du peuple Bribri s'était perdu. Il s'appelait Sibera, fils du tonnerre, dans la langue de son peuple. Il avait suivi un pécari blessé trop loin dans la forêt profonde, jusqu'à perdre le fil des chemins connus. La nuit était tombée d'un coup, comme elle tombe dans les tropiques, sans avertissement, sans crépuscule,
comme si quelqu'un avait soufflé une bougie. Sibera s'était assis contre un arbre. Il avait attendu. C'est là qu'il l'avait vu. D'abord les yeux, 2 points lumineux dans le noir, à hauteur de hanche, puis la silhouette, massive, velue, se déplaçant sans bruit malgré sa taille. Un chien? Un jaguar? Non. Les pattes de derrière avaient la courbure des pattes d'un chien, mais les pattes de devant, sabots, nettes, propres, comme taillées dans de la pierre noire. La créature s'était avancée jusqu'à le toucher presque. Sibera avait senti l'odeur, forte, animale, bouc et pluie chaude, et il avait compris. Il ne fallait pas parler, il ne fallait pas se lever, il ne fallait pas regarder dans les yeux. Il était resté immobile jusqu'à l'aube. Au matin, la créature n'était plus là. Mais sur le sol, autour de l'arbre, il y avait des empreintes qui ne correspondaient à aucun animal connu. Des sabots, oui, mais entremêlés avec quelque chose d'autre, quelque chose d'humain, comme si la créature avait hésité entre 2 formes. Sibera avait retrouvé son chemin en moins d'1 heure. La forêt lui avait semblé différente, moins hostile, comme si quelque chose l'avait laissé passer. On dit que c'est ainsi que naît la peur, non pas dans la rencontre avec la créature, mais dans ce moment de l'aube où l'on réalise qu'elle était là toute la nuit et qu'elle a choisi de vous laisser vivre. On dit aussi que c'est ainsi que naît la gratitude, car tout voyageur sensé en Amérique centrale le sait. Si tu marches seul la nuit et que tu sens une odeur de bouc, ne te retourne pas, ne parle pas, continue de marcher. Revenons à Miguel, le mécanicien de Cartago. Il a couru pendant 10 minutes peut-être moins. Il a atteint les premières lumières d'un hameau et s'est effondré sur les marches d'une épicerie fermée. Il tremblait. Il n'arrivait plus à penser qu'à une chose, cette odeur, ses yeux, ses sabots. Il a mis 3 semaines à raconter son histoire. Et quand il l'a racontée, c'est un détail précis qui a retenu l'attention de son voisin, un vieux cultivateur de café, né dans ces collines, qui savait ce que savent les vieux. Miguel avait parlé, il avait demandé « Qui est là ?» à la créature. Le voisin avait secoué la tête lentement. « Tu as eu de la chance. Ceux qui parlent au Cadejo noir perdent la raison. Ça prend parfois quelques jours, parfois quelques semaines, mais ça arrive. » Miguel avait ri, un rire un peu creux. Les règles de survie selon les anciens, ne jamais parler à la créature, ne jamais se retourner pour la regarder en face. Continuer de marcher droit devant, à rythme régulier. La panique l'attire, la résignation calme. Et si tu dois t'arrêter, reste immobile et garde les yeux fixés sur la route devant toi jusqu'à l'aube. Les chercheurs en folklore voient dans le Cadejo une métaphore du danger de la nuit. Ce moment où l'être humain, sorti des lumières de la communauté, devient vulnérable à toutes ses propres faiblesses. L'alcool, la fatigue, la solitude. Le Cadejo noir, c'est peut-être simplement ce que nous sommes capables de devenir quand personne ne nous regarde. Et le Cadejo blanc, c'est l'espoir que quelqu'un veille quand même. Vous écoutez Veillée étrangère. Je suis Damien Black. La semaine prochaine, nous parlerons d'une créature venue d'une île lointaine, une ombre qui emprunte le visage des morts pour frapper les vivants dans leur sommeil. Si cette nuit vous sentez une odeur de bouc par votre fenêtre ouverte, ne regardez pas. Veillée étrangère.